Ma sœur a un bureau d'angle. Mes parents se vantent d'elle à chaque dîner de famille. Puis papa a ricané, et toi? Tu t'amuses toujours à la maison avec ce travail minable? J'ai souri. Je n'ai rien dit. Lundi matin, elle est entrée pour un entretien d'embauche. Son portfolio lui glissa des mains. Tu es la PDG? Les dîners du dimanche chez mes parents suivaient toujours le même script? Le rôti de maman, les histoires de golf de papa. Et quelque part entre les petits pains et la tarte aux pommes, immanquablement, quelqu'un mentionnait le bureau d'angle de Brooke. Je ne disais jamais rien. Je passais juste le beurre et pensais à lundi. Parce que lundi, j'avais un entretien à 10 heures à mener. Et le nom de la candidate était Brooke Harrington. Mais laissez-moi revenir à dimanche. Vous devez comprendre le dîner avant de pouvoir comprendre la salle de conférence. Le trajet de Westwood à Back Bay prend 22 minutes si l'on a les feux au vert. Je n'avais jamais les feux au vert le dimanche. Mes parents vivent dans le genre de banlieue où tout le monde connaît la valeur de la maison de chacun. Et je semble toujours partir juste assez tard pour attraper tous les feux rouges sur la route 9. Cette nuit-là, je me suis arrêté au 3e, le long, celui qui prend 90 secondes, et je n'ai pas bougé pour changer la radio. Je suis resté assise, les mains sur le volant, le chauffage au minimum, la ville commençant à se matérialiser par morceaux à travers le pare-brise. Un panneau d'affichage. Un panneau d'affichage. Un CVS. L'enseigne Citgo rougeoyante contre l'obscurité. Il y a 45 minutes, j'étais à la table de mes parents. Je pouvais encore sentir le rôti dans mon manteau. Le feu changea. J'ai avancé. Cela avait commencé comme toujours. Ma mère dans la cuisine, tablier encore en place, soulevant le couvercle de quelque chose qui sentait le laurier et l'obligation du dessert dominical. Mon père dans le salon avec le résumé des sports. Volume trop élevé. Le baissant d'exactement 3 crans quand j'entrais, sa version d'un ajustement. La voilà, dit-il. J'ai embrassé sa joue. Il sentait l'Allspice et la même marque de pull en laine qu'il avait porté toute ma vie. Brooke était déjà à table quand je suis arrivé. Blazer, cheveux coiffés. Assise avec la posture particulière de quelqu'un qui avait décidé à l'avance comment la soirée se déroulerait. Elle était élégante. Elle était toujours élégante au dîner du dimanche, ce que je pensais autrefois être un effort et que je comprenais maintenant être une armure. Claire. Elle m'a aussi donné un baiser sur la joue. Un seul côté. Rapide à l'européenne. Salut Brooke. C'était tout. C'était notre salut. 2 femmes qui avaient partagé une salle de bain pendant 18 ans. Le dîner avait des rythmes. C'est le mot auquel je reviens sans cesse. Pas des règles. Pas des modèles. Mais des rythmes. Comme un morceau de musique qui semble improvisé mais qui frappe les mêmes notes à chaque fois. Premier rythme. Papa parlait de son handicap au golf et comment son ami Warren avait déménagé à Scottsdale. Et n'était-ce pas quelque chose? Deuxième rythme. Maman me demandait si je mangeais assez, ce qui n'était pas une question sur la nourriture. Troisième rythme, et c'est là que ça devenait intéressant, quelqu'un mentionnait le travail de Brooke. Cela arrivait 3 fois. Cela arrivait toujours 3 fois. La première était Brooke elle-même, autour de la salade. Quelque chose à propos d'une campagne qu'elle avait lancée, d'un client qu'elle avait décroché, de l'équipe créative qu'elle dirigeait. Mon père hochait la tête comme il hochait la tête aux choses qui confirmaient ce qu'il pensait déjà. Ma mère disait, c'est merveilleux, chérie. C'est merveilleux, chérie. Et elle le pensait de la manière entière et simple qu'elle avait toujours d'exprimer les choses concernant Brooke. Je mangeais ma salade. La seconde fois, c'était mon père. Quelque part au milieu du rôti, presque distraitement. Votre sœur a un bureau d'angle maintenant. Pas à moi. À la pièce. Au concept général des filles qui avaient réussi leur vie. La troisième fois était directement à mon intention. Il avait posé sa fourchette, ce qui était le signe. Mon père posait sa fourchette avant de dire quelque chose auquel il avait réfléchi. Et toi? Il fit un geste vague dans ma direction. À ma situation générale? À la vie que je menais apparemment? Tu t'amuses toujours à la maison avec ce travail minable? La table retint son souffle. Ma mère regarda son rôti.
Brooke tendit la main vers le panier à pain. J'ai souri. C'était le sourire que je construisais depuis 6 ans au petit, indéchiffrable, conçu pour recevoir l'impact sans le retransmettre. Une bonne interface. UX neutre. J'y suis toujours, dis-je. Il reprit sa fourchette. Le moment passa. Ma mère demanda si quelqu'un voulait plus de sauce. Voici ce qu'il en est des commentaires. La plupart des gens les donnent pour se sentir mieux, pas pour améliorer ce qu'ils critiquent. J'ai compris cela à 24 ans. J'ai arrêté de le prendre personnellement vers 26 ans. À 28 ans, j'avais itéré suffisamment de versions de mon moi du dîner du dimanche pour avoir essentiellement prototypé quelqu'un qui pouvait s'asseoir à cette table et ne rien ressentir de piquant. Pas rien. Juste rien de piquant. Le trajet de retour était la chambre de décompression. 22 minutes pour laisser tout ça s'en aller. Les lumières de la route 9. L'enseigne Citgo. La ville qui se rapprochait, devenant réelle. Mon téléphone vibra sur le siège passager. Marcus. Avant de regarder la semaine, vérifie le mardi à 10 h. Portfolio solide. Tu voudras le revoir avant lundi. J'ai jeté un coup d'œil au feu rouge suivant. Je l'ai posé face contre terre. Marcus était mon COO. Il avait les meilleurs instincts de toutes les personnes que j'avais embauchées, c'est pourquoi je l'avais nommé COO. Et il avait l'habitude de trouver la personne exacte pour un poste, puis de me la présenter comme un problème résolu. Je faisais confiance à son jugement. Je regarderai le dossier demain. Je me suis garé dans le garage de mon immeuble. J'ai coupé le moteur. Je suis resté un instant dans le silence. Depuis la rue, mon immeuble ne payait pas de mine à un bloc industriel converti dans le quartier sud. Le genre de bâtiment qui avait été beaucoup de choses différentes avant d'être cela. Depuis l'ascenseur, au bon étage, on pouvait voir toute l'opération à travers la vitre. L'espace ouvert. Les tableaux blancs encore couverts du vendredi. Le mur des échecs près de la cuisine avec sa couronne de post-it jaune. 35 personnes avaient des bureaux dans cet immeuble. 6 ans auparavant, c'était une sous-location avec 2 bureaux et une fenêtre qui laissait passer la pluie. Je ne pensais pas à mon père quand je le regardais. C'était la discipline que j'avais bâtie au regarder ce que j'avais créé, sans le mesurer à l'aune de ce que quiconque en pensait. On itère jusqu'à ce que la chose fonctionne. On arrête de demander l'approbation de personnes qui ont déjà décidé de la réponse. C'est la théorie. J'ai pris l'ascenseur. J'ai fait du thé que je n'ai pas fini. Je me suis endormi avec mon ordinateur portable ouvert. Le matin, j'ouvrirai le dossier de Marcus. Le matin, je lirai le nom de la candidate. Je suis arrivé au bureau à 7h30. Pas parce que je devais. Mais parce que j'aimais ça avant l'arrivée de tout le monde, le silence spécifique d'un espace qui allait être rempli de monde. Le café était encore en train de couler dans la cuisine. Les tableaux blancs de vendredi n'étaient pas encore effacés. La ville, par les fenêtres, faisait sa lente arithmétique matinale. Je m'asseyais à mon bureau pendant 30 minutes et ne faisais rien d'impressionnant. Je lisais les emails de la nuit. Je mangeais une barre de céréales. Je pensais à la semaine. Ce n'était pas 30 minutes glamour. C'étaient les miennes. Vers 8 h, les premiers ont commencé à arriver au Priya avec ses écouteurs déjà en place. Kyle parlant à quelqu'un sur son téléphone dans l'ascenseur, 2 des jeunes designers du 4e étage, traversant avec des tasses de café de l'endroit du coin. Je connaissais leurs commandes. Priya. Lato lait d'avoine. Toujours. Kyle. Noir. Grand. Toujours. Les 2 du 4e étage changeaient chaque semaine, expérimentant, cherchant encore ce qu'ils aimaient. J'aimais ça chez eux. Toujours en train de faire des tests. Jordan est arrivé à 8h15, comme toujours, avec la précision efficace de quelqu'un qui avait décidé exactement ce qu'il fallait optimiser le matin. Bon week-end, dit-elle, posant un café sur mon bureau sans interrompre sa démarche. Standard, dis-je. Elle afficha mon calendrier sur l'écran partagé. Vous avez la révision du dossier Hendrix à 9 h. Marcus a signalé un problème de portée sur le compte Callaway. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Il voudrait 15 minutes avant midi, et vous avez un déjeuner à 12h30 avec les gens de Pratt.
Quel genre de problème de portée? Les livrables ont été étendus sans ordre de modification. Quand cela s'est-il produit? Apparemment jeudi. J'ai pris mon café. Dit à Marcus 8h45. Jordan prit une note sans lever les yeux. C'est fait. La révision du dossier Hendrix se déroulait dans la petite salle de conférence, 6 personnes autour de la table, ordinateurs portables ouverts, la campagne étalée sur l'écran en diapositive, qui racontait une histoire dont j'avais entendu l'ébauche il y a 2 semaines. La structure était plus nette maintenant. Quelqu'un avait écouté. Le problème était la 3e diapositive. Toujours la 3e diapositive. J'ai attendu qu'ils aient parcouru tout le dossier avant de dire quoi que ce soit, une habitude que j'avais prise après avoir vu trop de premières révisions faire s'effondrer une semaine de bon travail parce que quelqu'un disait le faux après 6 minutes. La 3e diapositive, dis-je, quand ils eurent fini. Quel est le problème réel que nous résolvons? Silence. Puis, la reconnaissance de la marque. Pour qui? Plus de silence. Ce genre de silence était productif. Je pouvais les voir faire remonter la question à travers le travail. Le client existant, dit Maya, au bout de la table. Elle avait 26 ans. Elle disait les choses comme s'il s'agissait de tests. Pas le nouveau? Nous résolvions les deux. D'accord, dis-je. C'est le problème. J'écrivis 2 mots sur le tableau blanc. Ils passèrent 20 minutes à retravailler le cadre. À la fin, la 3e diapositive était une diapositive différente, toujours la leur, mais posant enfin la bonne question. C'était ça le travail. Pas les grandes décisions. La bonne question. Assez tôt pour que ça compte. Marcus entra à 8h43, l'heure à laquelle Marcus entrait toujours, car Marcus était le genre de personne qui arrivait 2 minutes avant l'heure et considérait cela comme généreux. Callaway, dis-je. Il s'assit et ouvrit son ordinateur portable. Ils ont ajouté 3 livrables lors de l'appel de jeudi, sans le signaler comme un changement de portée. Leur chef de projet a envoyé un email ce matin, le traitant comme acquis. Que avions-nous devisé? 8 semaines, 6 livrables. Que demande-t-il? 9 livrables. Même délai. Je regardai le plafond un instant. Envoie-leur le contrat original avec le modèle d'ordre de modification. Sois poli. Sois clair. C'est fait, dit-il. Puis, sans changer de ton. Aussi le mardi 10h que j'ai mentionné hier soir. As-tu eu le temps de regarder le dossier? Pas encore. Il hocha la tête. Il n'insista pas. C'était Marcus. Il mettait une fois quelque chose en évidence et faisait confiance pour qu'on s'en occupe. Il se leva pour partir. Encore une chose, dis-je. Le mur des échecs. Qui a ajouté le jaune sur le côté gauche près du bas? Il jeta un coup d'œil à la cuisine à travers la vitre. Probablement Kendall. Elle a présenté un concept aux gens de Stratfield vendredi. Ça n'a pas marché. Elle l'a ajouté elle-même? On dirait bien. Je regardais son petit carré jaune. Trop loin pour lire. Il y a 6 ans, j'avais commencé ce mur parce que j'étais fatigué de voir les gens porter leurs échecs comme quelque chose de honteux. La seule chose pire que d'échouer, c'est de prétendre qu'on ne l'a pas fait. J'avais écrit cela sur le premier post-it moi-même. Quand nous avons perdu notre 2e client en un mois et que j'ai eu besoin de le consigner quelque part, Kendall avait ajouté le sien. Bien, dis-je. À 9h15, Jordan apparut dans l'embrasure de la porte. Votre poste de directeur artistique mardi à 10h. Elle tendit un dossier, le type en papier, comme nous le faisions encore pour les candidats finaux parce que je l'avais demandé ainsi une fois et que c'était resté. Marcus l'a signalé la semaine dernière. Portfolio solide. J'ai pris le dossier. Jordan partit. Le bureau s'agitait autour de moi où quelqu'un riait dans la cuisine. Un téléphone sonnait à 2 bureaux de là. Le brouillard léger de la journée qui prenait son rythme. J'ai ouvert le dossier. Le portfolio venait en premier. Page claire. Bonne base travail d'identité de marque. Un système de campagne pour un client hôtelier. 2 projets éditoriaux qui montraient de l'étendue sans ostentation. Je les ai feuilletés lentement. Marcus avait raison. Celui ou celle qui avait monté cela savait ce qu'il faisait.
Puis la page de couverture. Nom. Titre. Employeur actuel. Je l'ai lu une fois. Puis je l'ai lu à nouveau, ce qui n'est pas quelque chose que je fais. Brooke Harrington. Le bureau continuait de s'agiter. Quelqu'un rit encore dans la cuisine, le même rire, réalisais-je, s'éteignant maintenant. Un téléphone sonna et on y répondit. La ville se tenait au-delà des fenêtres comme elle se tenait toujours. Indifférente et énorme et entièrement indifférente à ce que je tenais dans mes mains. J'ai posé le dossier sur le bureau. Je ne l'ai pas fermé. Ma sœur avait postulé pour un emploi dans mon entreprise. Elle n'avait aucune idée que c'était mon entreprise. Elle avait utilisé un recruteur, était passée par le bassin de candidats standards, avait été signalée par mon CO comme une candidate solide, et maintenant son portfolio était ouvert sur mon bureau, à côté de mon café à moitié bu, un lundi matin d'octobre. Je suis resté avec ça un instant. Le mot qui m'est venu, après un moment, n'était pas vengeance. Ce n'était pas chance, ni destin, ni aucun des mots que les gens utilisent quand la coïncidence devient trop grande pour être confortable. Le mot qui m'est venu était problème. Quel genre de problème, je ne le savais pas encore. J'ai pris le dossier et j'ai tout lu depuis le début. Le portfolio était solide. Je voulais qu'il soit faible. Je suis resté avec ce désir pendant environ 30 secondes, comme on reste avec quelque chose d'inconfortable avant de décider si l'on doit être honnête à ce sujet, puis je l'ai mis de côté et j'ai lu le dossier comme je lisais chaque dossier. Objectivement. Du début à la fin. Pas de récit. Le travail de Brooke couvrait 8 ans et 4 employeurs. Le début était le plus intéressant, ce qui est souvent le cas où les gens apprennent à faire les choses correctement avant d'apprendre à les faire bien, et certains d'entre eux ne retrouvent jamais l'audace qui rendait les premiers travaux dignes d'être examinés. Brooke l'avait retrouvé. Vers la 5e année, quelque chose dans son travail s'était ouvert. Les lignes étaient plus souples. Les concepts étaient plus audacieux. La campagne hôtelière Hartwell était véritablement intelligente, pas accent grave l'œil, mais structurellement solide, le genre de travail qui résout un vrai problème sans avoir besoin de l'annoncer. J'ai tourné la page. Employeur actuel. Caldwell et Marsh. J'ai posé le dossier et j'ai regardé le mur un instant. Je connaissais Caldwell et Marsh. Pas très bien, ils opéraient davantage dans l'espace du conseil en marque que du côté produit, ce qui nous plaçait dans des voies adjacentes plutôt qu'en concurrence directe. Mais je connaissais le nom. Et 8 mois auparavant, j'avais entendu quelque chose dans le milieu de l'industrie que Caldwell et Marsh ne mettaient pas dans leur communiqué de presse. Leur plus grand client principal, un réseau de soins de santé régional qui était avec eux depuis 11 ans, n'avait pas renouvelé. Discrètement. Aucune annonce. Aucune retombée publique. Juste une ligne de compte qui avait disparu de la page de portfolio de l'agence quelque temps en avril. Dans une entreprise de leur taille, un client comme celui-là ne laisse pas seulement un vide. Il laisse une blessure. J'ai repris le dossier. J'ai lu le titre de Brooke, VP créative. J'ai lu la description en dessous. J'ai fait le calcul. Projet listé sous sa direction. 14. Délai. 3 ans. Équipe référencée. Un département créatif qu'elle décrivait comme son équipe principale de 12 personnes. Puis j'ai recompté les projets. 14 projets sur 3 ans avec 12 personnes, ce n'est pas un VP créatif. C'est au mieux une directrice senior. Gérer une équipe de taille moyenne avec un flux de travail raisonnable. Le titre était réel. Je pouvais le vérifier assez facilement. La portée sous-jacente avait été élargie. Étirée un peu dans chaque direction jusqu'à paraître plus grande qu'elle ne l'était. Pas un mensonge. Quelque chose de plus subtil qu'un mensonge. Le genre d'inflation qui se produit quand on a joué une version de soi-même si longtemps qu'on ne sent plus toujours où la performance s'arrête. Je connaissais ce sentiment. J'agissais juste dans la direction opposée. Je n'ai pas annulé l'entretien. J'aurais pu. J'aurais pu envoyer une note via Jordan. Le signaler comme un conflit. Réorienter le créneau vers le candidat suivant dans le bassin. Marcus aurait posé une question, puis serait passé à autre chose, parce que Marcus était constitutionnellement incapable de donner plus d'importance à quelque chose que nécessaire. Cela aurait été propre. Professionnel. Personne n'aurait su. J'ai fermé le dossier et l'ai mis dans mon sac.
J'ai quitté le bureau à 18h15, ce qui était tôt pour un lundi. Jordan a haussé un sourcil quand je suis passé devant son bureau au pas de jugement, juste une légère surprise. Comme on regarderait quelqu'un qui commande un dessert au déjeuner un mardi. Inhabituel. Bien. Ça ne la regardait pas. Le trajet de retour à pied prenait 12 minutes. Autrefois. Au début. Quand la nouveauté de marcher pour aller travailler me semblait encore une petite victoire personnelle sur quelque chose que je ne pouvais nommer. Maintenant, je marchais juste. Le quartier sud en octobre était le quartier sud tel qu'en lui-même. Des briques et des arbres magnifiques et cette qualité de lumière particulière qui lui donnait l'air d'un décor de cinéma pour une ville plutôt que d'une vraie ville. Je me suis arrêté à l'épicerie de Tremont. J'ai acheté des pâtes, un pot de sauce tomate et un citron pour des raisons que je ne pouvais pas articuler à la caisse. À la maison, j'ai fait bouillir de l'eau et réchauffer la sauce sur la cuisinière, et j'ai mangé debout à mon comptoir de cuisine. Regardant la ville par la fenêtre. Je faisais cela plus souvent que je ne l'admettais. Manger, debout, seul, regardant la ville. Ce n'était pas triste, c'était juste à moi. De la même manière que les 30 minutes avant que le bureau ne se remplisse étaient les miennes. De petits territoires de calme que j'avais bâtis dans la semaine sans le vouloir. Mon téléphone était sur le comptoir. J'en étais consciente comme on est conscient d'un son qui s'est arrêté. Après le dîner, j'ai lavé la casserole. Je l'ai séchée. Je l'ai raccrochée. Puis je suis resté là un instant, le torchon à la main. Regardant rien en particulier. Et j'ai pensé à appeler ma mère. Pas pour lui dire quoi que ce soit. Juste pour appeler. Pour entendre sa voix me demander si j'avais mangé. Pour la laisser s'inquiéter de quelque chose de petit, de gérable et de réel. J'ai pris le téléphone. Je l'ai reposé. 6 ans. 6 ans de dîner du dimanche sans me justifier. 6 ans à passer le beurre et à penser à lundi. Je n'avais pas appelé ma mère un soir de semaine depuis. J'ai fait le calcul et me suis arrêté quand le nombre m'a fait ressentir quelque chose que je n'étais pas prête à nommer. Je n'avais pas appelé parce qu'appeler signifiait répondre à des questions. Et répondre à des questions signifiait expliquer des choses que je n'avais pas choisi d'expliquer. Et au moment où je les expliquerais, je tendrais à mes parents une version de ma vie que j'avais passé 6 ans à m'assurer qu'ils ne pouvaient pas toucher. Je n'appellerais pas parce que Brooke avait envoyé un CV. Ce n'était pas une raison. Mais je suis resté là plus longtemps que je n'aurais pu le prédire. Le téléphone sur le comptoir et ma main ne s'éloignant pas tout à fait de lui. Et j'ai pensé à la voix de mon père s'il savait. Pas la version narquoise de l'autre version. Celle que je croyais encore exister quelque part en dessous. Celle qui avait dit la voilà quand j'étais entré le dimanche. Parce qu'une partie de lui était toujours heureuse de me voir franchir la porte. Je ne savais pas quoi faire avec Brooke. Je ne savais pas si me présenter à cette salle d'entretien était une grâce ou du masochisme. Si m'asseoir en face d'elle et poser des questions professionnelles sur l'identité de marque et la stratégie créative était la chose la plus puissante que je pouvais faire ou la plus autodestructrice, je ne savais pas si j'étais la bonne personne pour prendre cette décision. Ou s'il y avait une bonne personne, ou si le concept même d'une bonne personne était une conception que j'avais inventée pour éviter de prendre la décision tout court. Quel problème résolvons-nous réellement ? Je n'avais pas de réponse. Pour une fois, je n'avais pas de prochaine itération. Un cadre révisé. Une question clarifiante qui ouvrirait la solution. J'avais un dossier dans mon sac et un mardi à 10h. Et ma sœur qui avait partagé une salle de bain avec moi pendant 18 ans et une table pendant 6 ans après cela. Et qui n'avait jamais demandé ce que je faisais réellement, assise dans une salle d'attente. Quelque part dans son esprit. Portfolio en main. Ne sachant pas qu'elle était sur le point d'entrer dans mon immeuble. J'ai fait du thé que je n'ai pas fini. Je me suis assise sur le canapé. J'ai lu le même paragraphe d'un livre 3 fois. À 10h15, j'ai éteint la lampe et je suis allé me coucher. Ce n'était pas vraiment une décision. Plutôt ce qui se passe quand on a gardé une question assez longtemps pour ne plus s'attendre à ce qu'elle se réponde d'elle-même ce soir-là. On la dépose. On ferme les yeux. On fait confiance au matin pour apporter une autre sorte de réflexion. Mardi matin, je suis arrivé au bureau à 7h30. Mardi matin, je suis arrivé au bureau à 7h30. Comme lundi. Comme chaque matin. La barre de céréales.
Les emails de la nuit. La ville faisant sa lente arithmétique à travers les fenêtres. Je me suis assise à mon bureau et je n'ai pas pensé au rendez-vous de 10 heures. J'ai pensé au déjeuner Pratt. L'ordre de modification Callaway. Une proposition que nous devions envoyer avant jeudi. J'ai bu mon café. J'étais complètement, et avec application, normal à ce sujet. À 7h52, j'ai ouvert mon ordinateur portable et cherché la première référence. Son nom était Diane Ashford. Elle avait été la superviseure directe de Brooke chez son deuxième employeur, un cabinet de conseil en marque à Chicago, où Brooke avait passé 3 ans avant de déménager à Boston. Diane a répondu au deuxième appel, ce qui me dit qu'elle était déjà à son bureau. Harrington, dit-elle, quand j'ai expliqué l'appel. Oui. Absolument. Aucune pause. Aucun choix de mots prudent. Elle est venue nous voir assez junior et est partie comme l'une de mes meilleures employées. Elle a une qualité plus difficile à enseigner que la plupart des compétences où elle sait quand faire confiance à son instinct et quand se retenir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont l'une ou l'autre. Elle avait les deux. Y a-t-il quelque chose que vous signalerez? J'ai demandé. Diane réfléchit un instant. En fait, je pouvais l'entendre. Elle ne supporte pas facilement les imbéciles. Ce n'est pas toujours un inconvénient. Mais c'est bon à savoir. Dans le bon environnement, elle est exceptionnelle. Dans le mauvais, elle peut devenir frustrée. Quel est le mauvais environnement? Un où les décisions sont prises par celui qui parle le plus fort. Je n'ai rien écrit. Je n'en avais pas besoin. La deuxième référence était un ancien client, un homme nommé Greg Okafor, qui avait travaillé avec Brooke sur un projet d'identité de vente au détail il y a 18 mois. Il a parlé pendant 4 minutes sans y être incité. Il a utilisé le mot minutieux 2 fois et honnête 1 fois. De la manière spécifique dont les gens l'utilisent quand ils veulent dire, elle m'a dit quelque chose que je ne voulais pas entendre et elle avait raison. Je l'ai remercié. J'ai raccroché. Je suis resté avec les 2 appels un instant, comme on reste avec des informations qui confirment quelque chose que l'on espérait à moitié ne pas voir confirmé. Car la confirmation supprime les options, et les options sont confortables. Le travail était réel. Les éloges étaient spécifiques. Ni l'un ni l'autre n'avait été coaché. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur le bureau. J'ai rempli mon café. Je suis retourné au contrat Callaway. Marcus est entré à 8h43. Bonjour, dit-il, se laissant tomber dans la chaise en face de mon bureau, son ordinateur portable ouvert. Callaway a répondu. Ils ne sont pas contents de l'ordre de modification. Ils s'en remettront. Leur chef de projet a dit, et je cite, « Cela semble punitif. » Envoie-lui une copie du document de portée originale et le fil de discussion par email de jeudi où elle a approuvé les livrables étendus. Surligne la date de jeudi. Marcus a tapé quelque chose. C'est fait. Il ferma son ordinateur portable à moitié. Autre chose avant le déjeuner Pratt? Je l'ai regardé un instant. Le mardi 10h, dis-je. As-tu toi-même vérifié la candidature? Tiré du bassin de candidats. Oui. Vérifier le portfolio avant de te le signaler. Il marqua une pause. Pourquoi? Elle s'appelle Brooke Harrington. Le bureau s'agitait autour de nous. La chaise de quelqu'un grinça au 4e étage. Un téléphone sonna à l'accueil et on y répondit au 2e appel. Marcus me regarda fixement. C'est. Oui. Il resta silencieux un instant. Pas calculant, mais traitant l'information. Il y a une différence. Veux-tu que j'annule le créneau? Non, dis-je. Je m'en occupe. Il me regarda encore une seconde. Le regard n'était pas intrusif. Il était juste attentif. Comme quelqu'un qui décide si vous avez besoin qu'il dise autre chose, puis décide que non. D'accord, dit-il. Il se leva. Reprit son ordinateur portable. Parti. C'était Marcus. Toute la conversation avait duré 4 minutes. J'avais travaillé avec des gens qui auraient eu besoin de 40. Le reste de la matinée passa comme passent les matins quand on fait attention à la mauvaise horloge. J'ai relu le dossier Pratt. J'ai approuvé 2 factures.
J'ai regardé un jeu de diapositives révisé pour un client à Cambridge et laissé 3 commentaires en marge qui équivalaient à « Vous résolvez le bon problème de la mauvaise manière ». J'ai écrit cela avec délicatesse. Je l'écrivais toujours avec délicatesse. À 9h30, je suis allé aux toilettes, j'ai regardé mon visage dans le miroir sans raison particulière, et je suis retourné à mon bureau. À 9h45, Jordan apparut dans l'embrasure de la porte. « Votre rendez-vous de 10h est là », dit-elle. Et puis, parce que Jordan avait travaillé avec moi pendant 3 ans et avait développé la compétence spécifique de ne pas dire ce qu'elle n'avait pas besoin de dire, rien d'autre, juste ça. « Donne-moi 5 minutes, dis-je. » Elle hocha la tête et retourna à son bureau. Je suis resté assise un instant, regardant la fenêtre, la ville, le ciel d'octobre faisant quelque chose d'intéressant avec les nuages au-dessus du quartier financier, ne pensant à rien de constructif. Puis, j'ai pris le dossier de Brooke, avec son portfolio et sa page de couverture, et ces 2 références que je n'avais pas dit à Marcus que j'avais appelées, et je me suis levé. À travers la vitre, de l'autre côté du bureau, je pouvais la voir. Elle était dans la zone d'attente devant la salle de conférence B, assise, le dos droit, son portfolio sur ses genoux, les 2 mains posées dessus. Son blazer était du même genre que celui qu'elle avait porté au dîner du dimanche, élégant, proche de l'armure. Elle ne regardait pas son téléphone, ce qui était soit une impressionnante autodiscipline, soit une décision qu'elle avait prise avant de s'asseoir. Ses cheveux étaient relevés. Elle ressemblait exactement à une personne qui s'était préparée. Elle n'avait pas levé les yeux, elle ne savait pas que quelqu'un la regardait. Elle ne jouait encore pour personne. C'était la version de Brooke qui existait quand elle pensait que personne ne pouvait la voir toujours posée, toujours soignée, mais avec quelque chose sous la posture qui ressemblait, de cette distance, à l'effort nécessaire pour la maintenir. Elle avait postulé par l'intermédiaire d'un recruteur, utilisé son vrai nom, car pourquoi ne l'aurait-elle pas fait? Harrington Design Group était un nom qu'elle n'avait jamais associé à moi, pourquoi l'aurait-elle fait? Elle n'avait jamais demandé comment je l'avais nommée. Je l'ai regardé exactement le temps qu'il m'a fallu pour décider que je n'étais pas en colère. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais. Mais ce n'était pas ça. Jordan l'a accompagnée à la salle de conférence à 9h58. Elle a posé un verre d'eau sur la table. J'ai entendu Brooke dire merci de l'autre côté du bureau au pas forcé, pas éclatante, juste le mot lui-même, la courtoisie automatique de quelqu'un qui se souvient de le dire même quand il est nerveux. Jordan est repassé devant mon bureau sans s'arrêter, m'a regardé une fois, a dit « La salle de conférence B est prête ». Merci, dis-je. Je suis resté devant la porte. Pas longtemps. 10 secondes, peut-être. Assez longtemps pour m'assurer que mes mains étaient immobiles, ce qu'elles étaient. Assez longtemps pour me poser la question une dernière fois, quel problème résolvons-nous réellement ici? Et pour accepter que je n'avais pas de réponse claire, et que j'y allais quand même. La porte avait une de ses poignées à levier. J'ai appuyé dessus. Je suis entré. Elle regardait son téléphone quand je suis entré. Elle leva les yeux. Et j'ai vu cela se produire en temps réel, la reconnaissance venant en 2 vagues distinctes, comme un front froid se déplace. D'abord le visage, puis le nom, puis la compréhension de ce que le visage et le nom signifiaient dans cette pièce particulière. 2 secondes complètes. Le portfolio a glissé de la table. Aucune de nous n'a bougé pour le rattraper. Il a atterri sur le sol entre nous, et y est resté. Votre mail s'est arrêté. Pas la PDG. Juste. Claire? Veuillez vous asseoir, mademoiselle Harrington. Quelque chose traversa son visage. Confusion. Recalcul. Le début de quelque chose qui aurait pu être de l'embarras. Elle s'est assise. Je me suis assise en face d'elle. J'ai posé son dossier sur la table. J'ai croisé les mains. Commençons par la campagne Hartwell, dis-je. Expliquez-moi le brief. Elle était bonne dans son travail. Je veux être précise à ce sujet parce que cela compte. Pendant les 15 premières minutes, elle était aussi visiblement secouée, ce qui ne se manifestait pas dans sa voix où elle contrôlait sa voix mais dans la surspécificité de ses réponses. Trop de détails. Trop de qualifications. L'équivalent verbal de quelqu'un qui reste très immobile parce qu'il ne fait pas confiance à ce qui se passerait s'il bougeait. Je l'ai laissé parler. J'ai posé une question de suivi sur les contraintes originales du brief Hartwell. Et elle y a répondu.
Et quelque part au milieu de sa réponse, quelque chose a changé. Elle a arrêté de se référer à ses notes et a commencé à juste penser. À voix haute. La façon dont les gens pensent quand ils ont oublié d'être prudents. Le brief demandait quelque chose d'intemporel, dit-elle, ce qui est généralement un code pour nous ne voulons nous engager sur rien. Nous avons donc pris la direction opposée. Nous l'avons rendu spécifiquement de ce moment, ce qui signifiait qu'il semblerait soit daté dans 5 ans, soit iconique. C'était un pari. Une pause. Ça a marché. Comment avez-vous vendu ça aux clients? Je leur ai dit que l'intemporalité est ce que chaque marque désire, et presque aucune ne l'a. Je leur ai dit que la spécificité est ce qui construit réellement la loyauté. Elle me regarda. Ils n'ont pas aimé ça au début. Qu'est-ce qui leur a fait changer d'avis? Les groupes de discussion. Une petite expression sèche traversa son visage, pas tout à fait un sourire. Le travail a convaincu les gens qu'ils étaient déjà clients. Je n'ai rien écrit. Je n'en avais pas besoin. J'ai posé des questions sur le projet Caldwell et Marsh qui avait sous-performé un lancement de vente au détail d'il y a 3 ans, que j'avais trouvé dans le portfolio sans étude de cas jointe. Elle savait de quoi je parlais avant que je ne finisse la description. Sa mâchoire s'ajusta légèrement. Celui-là était le mien, dit-elle. La stratégie était juste, l'exécution était la mienne, et l'exécution était mauvaise. Nous avons agi trop vite sur le langage visuel avant que le positionnement ne soit établi. Au moment où le positionnement a été décidé, les visuels étaient en production et nous n'avions pas le budget pour revenir en arrière. Une pause. Je ferai les choses différemment. Comment? Elle me dit. En termes spécifiques, concrets, non répétés, elle me dit exactement ce qu'elle ferait différemment. Cela prit 90 secondes et ce fut la meilleure réponse qu'elle m'ait donnée de la matinée. L'entretien était bon. Nous le savions toutes les deux. Il y eut une pause après que j'eus fini mes questions. La pause naturelle à la fin d'une conversation professionnelle, lorsque tout l'essentiel a été dit et que la pièce n'a pas encore trouvé son chemin vers la suite. J'étais sur le point de lui dire que nous la contacterions. Puis-je vous demander quelque chose, dit Brooke. Je la regardai. C'est votre entretien, dis-je. Je sais. Elle jeta un coup d'œil au mur de verre, à l'espace ouvert au-delà, au tableau blanc, aux gens se déplaçant entre les bureaux, au mur des échecs près de la cuisine avec sa dispersion de post-it. Depuis combien de temps est-ce? Elle s'arrêta. Essayez encore. Depuis combien de temps? 6 ans, dis-je. Elle regarda la table. Ses mains étaient à plat dessus, immobiles comme le sont les mains quand le corps prend une décision sur ce qu'il va faire ensuite. 6 ans, dit-elle. Pas une question. Juste le nombre, retenu dans sa bouche comme quelque chose de lourd. Je l'ai commencé avec $12 000 et un client, dis-je. Le premier bureau était une sous-location sur Newbury Street avec une fenêtre qui ne se fermait pas complètement. Nous avions 2 bureaux et un chauffage d'appoint qui faisait sauter le disjoncteur si on le faisait fonctionner plus de 40 minutes. Je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. Je n'avais pas prévu de lui dire ça. Brooke regardait toujours la table. Papa a dit que tu jouais à la maison. Sa voix était égale. Pas accusatrice. Rapportant des faits. Avec ce petit travail minable. Une pause. Il l'a dit dimanche. Je l'ai entendu, dis-je. Je sais. Elle leva les yeux. Je leur ai dit que tu l'étais. La pièce était silencieuse. Au-delà de la vitre, quelqu'un rit à quelque chose, un son aigu et vif qui apparut et disparut. Je l'ai cru, dit Brooke. Je veux que vous le sachiez. Je ne suis pas. Je ne le disais pas pour être cruel. Je le croyais réellement. Je n'ai rien dit. Ce qui est peut-être pire, dit-elle. J'y ai réfléchi. Peut-être, dis-je. Peut-être pas. Elle regarda la fenêtre. Le ciel d'octobre, le même ciel que depuis ma cuisine la nuit précédente, faisant la même chose avec les nuages. Puis elle regarda de nouveau la pièce, les gens visibles à travers le verre, la structure du lieu, la qualité de la lumière, l'énergie particulière et organisée de 35 personnes qui avaient décidé de construire quelque chose ensemble. Et puis, lentement, impuissante, sans aucune performance, elle rit. Ni méchamment. Ni amèrement.
Le rire de quelqu'un qui avait maintenu une pause si longtemps qu'elle avait oublié que c'en était une, et puis la pause s'était effondrée d'un coup et il ne restait plus qu'à rire de tout le temps que cela avait pris. C'était un vrai rire. Il dura un instant puis s'arrêta et elle pressa le dos de sa main contre sa bouche, et ses yeux brillaient d'une chose qui n'était pas tout à fait des larmes. Je les regardai. Puis, avant que je ne puisse décider de ne pas le faire, un petit son s'échappa de moi. Pas aussi long que le sien. Plus fatigué. Le rire de quelqu'un qui avait fait la même chose de l'autre côté. Nous sommes restés assises un instant. Deux femmes dans une salle de conférence à Boston à 10h40 un mardi matin, avec un portfolio par terre entre nous et une offre d'emploi qu'aucune de nous n'allait plus mentionner. Je devrais vous parler de l'heure qui a suivi. Parce que c'est la partie que je n'avais pas prévue. Je n'avais pas prévu de lui parler du premier client, une petite entreprise de mobilier d'extérieur à Cambridge, qui avait fait confiance à une jeune femme de 25 ans avec un plan d'affaires et aucun antécédent. Je n'avais pas prévu de lui parler de la deuxième année, quand nous avions perdu 2 clients en un mois, et que j'avais moi-même, seul au bureau à 19h un mercredi, mis le premier post-it sur le mur des échecs, écrivant de ma propre écriture la chose que j'avais mal faite. Et comment cela avait été, pour des raisons que je ne pouvais toujours pas entièrement expliquer, le moment où j'avais su que l'entreprise allait survivre. Je n'avais prévu de lui raconter rien de tout ça. Elle m'a parlé du bureau d'angle. Pas de la performance, mais de la réalité. Un bon titre dans un cabinet qui se contractait discrètement depuis 2 ans. Le client principal qui n'avait pas renouvelé. La façon dont elle avait présenté une version de son travail au dîner du dimanche si longtemps qu'elle avait commencé à perdre la trace de ce qu'était la vraie version en dessous. Je leur ai parlé de mon travail si longtemps, dit-elle. J'ai oublié de remarquer qu'il s'effondrait. J'ai regardé la table. Je ne leur ai jamais parlé du mien parce que je ne voulais pas qu'il l'ait. La pièce retint cela un instant. Ça a du sens, dit Brooke. Puis plus doucement. C'est triste. Oui, dis-je. Elle regarda le mur des échecs à travers la vitre. On pouvait lire certains des post-it d'ici si on savait ce qu'on cherchait. Qu'est-ce que c'est? Des choses qui n'ont pas fonctionné. Je fis une pause. Nous les écrivons. Pour qu'elles ne deviennent pas des secrets. Elle resta silencieuse un instant. C'était l'idée de qui? La mienne. Elle le regarda encore quelques secondes. Puis elle me regarda avec une expression que je ne pouvais nommer pas tout à fait de la reconnaissance, pas tout à fait des excuses. Quelque chose entre les deux qui attendait depuis longtemps d'exister. Je ne savais pas, dit-elle. Je veux dire que j'aurais demandé, mais je pense que elle s'arrêta. Tu n'as pas demandé, dis-je. D'un ton égal. Pas comme une blessure. Non, dit-elle, je n'ai pas demandé. Nous sommes restés avec ça. L'horloge murale passa de 10h58 à 10h59. Quelqu'un au bureau extérieur se leva de son bureau, s'étira, se rassit. Je vous contacterai au sujet du poste, dis-je finalement. Brooke hocha la tête. Elle ramassa son portfolio du sol prudente, silencieuse et le posa sur la table. D'accord. Elle se leva pour partir. S'arrêta à la porte. Claire. Elle le dit de la même manière qu'elle l'avait dit chaque dimanche pendant 6 ans. Les mêmes syllabes. Un poids complètement différent. Merci de ne pas avoir annulé le créneau. Je la regardai. Je ne l'ai pas fait pour toi, dis-je. Une pause. Je sais, dit-elle. C'est pourquoi. Elle ouvrit la porte et sortit. Je suis restée assise dans la salle de conférence vide pendant 4 minutes. Je sais que c'était 4 parce que j'ai regardé l'horloge 2 fois. Puis j'ai ramassé son dossier, je me suis levée et je suis retournée au travail. L'évaluation de la candidate m'a pris 40 minutes le mercredi matin. Je l'ai faite comme je faisais chaque évaluation aux grilles de notation, notes de référence, évaluation du portfolio, un résumé écrit de l'entretien que j'ai gardé factuel et concis. Je n'ai pas mentionné le portfolio par terre. Je n'ai pas mentionné l'heure. J'ai écrit ce que j'avais observé professionnellement, parce qu'un dossier professionnel doit refléter une observation professionnelle, et parce que je n'étais pas encore prête à placer l'autre partie nulle part. Quand j'ai fini, je l'ai relu. Les arguments en faveur de l'offre du poste étaient réels. Brooke avait un instinct aigu pour le positionnement, des antécédents de résultats clients authentiques et cette qualité spécifique que Diane Ashford avait nommée,
savoir quand faire confiance à son instinct et quand se retenir, que j'avais vu de mes propres yeux maintenant. Et que je trouvais rarement chez les candidats et que je cherchais beaucoup. Notre poste de directeur artistique était vacant depuis 11 semaines. L'équipe portait le manque. Marcus le couvrait par morceaux, ce à quoi Marcus n'était pas destiné. Le travail était juste. Je le savais. Je l'avais su mardi quand j'étais sorti de cette salle de conférence et que j'y étais resté assise 4 minutes à regarder l'horloge. Je suis resté avec l'évaluation un moment. Puis j'ai regardé la fenêtre, ce que je faisais quand j'avais besoin de réfléchir sans pression, la ville fonctionnant comme une sorte de bruit blanc. Un mouvement sans exigence. J'ai pensé à ce à quoi cela ressemblerait, pas la première semaine, qui se passerait bien, car Brooke était une professionnelle et j'étais une professionnelle, et nous avions toutes les deux démontré que nous pouvions être dans une pièce ensemble sans que rien ne s'embrase. Pas même le premier mois. J'ai pensé à 6 mois plus tard. Au dîner du dimanche dans 6 mois, où mon père dirait, non pas votre sœur a un bureau d'angle, mais Claire a donné un travail à Brooke. La façon dont cette phrase réorganiserait la table. La façon dont elle ferait de moi la dispensatrice de succès, et de Brooke la récipiendaire, ce qui n'était que la même géométrie dans un bâtiment différent. Ce ne serait pas une chose simple entre nous. Ce serait une transaction. Et quoi qu'il se soit passé dans cette salle de conférence mardi, je n'avais pas de nom précis pour cela, mais je savais ce que ce n'était pas. Ce n'était pas une transaction. J'ai pris mon stylo, je l'ai reposé. La question à laquelle je revenais sans cesse était la même question à laquelle je revenais toujours. Quel problème résolvons-nous réellement? Si j'offrais le poste, je résolvais la vacance de 11 semaines et j'acquérais une directrice artistique solide. C'était réel. Mais ce à quoi j'avais fait face mardi était quelque chose que je n'avais pas pu intégrer dans une grille de femmes qui avaient fonctionné dans des compartiments scellés séparés de la même famille pendant 6 ans, et qui, pendant une heure imprévue, avaient été dans la même pièce sans la famille présente. C'était un problème d'un autre genre. Il nécessitait une solution d'un autre genre. J'ai posé l'évaluation face contre terre sur mon bureau. Marcus est passé à midi, café à la main, avec l'expression de quelqu'un qui avait été professionnellement patient pendant 36 heures et qui exerçait maintenant le droit de poser une seule question. Alors, dit-il, on fait une offre? Non. Il me regarda un instant. Le portfolio était solide. Je sais. Entretien. Aussi solide. Une pause. D'accord, dit-il. Et puis, parce que Marcus était constitutionnellement allergique à insister sur des points qui n'avaient pas besoin d'être insistés, rien d'autre, il leva son café dans un petit geste qui était à la fois un point d'interrogation et un point final, et partit. J'ai sorti le bassin de candidats, j'ai signalé la prochaine candidature la plus solide, j'ai envoyé une note à Marcus. Puis je suis allé chercher mon déjeuner, et je l'ai mangé à mon bureau, et j'ai réfléchi à ce que j'allais dire. J'ai appelé Brooke à 18h15. Elle a répondu au deuxième appel. Il y avait un bruit de fond ou quelque chose de domestique, une télévision ou une radio, qu'elle a coupé avant de parler. Claire. Je voulais t'appeler directement, dis-je. Nous n'allons pas donner suite à ta candidature. Une pause. Je sais, dit-elle. Je m'en doutais. Il n'y avait aucune performance. Aucune déflation. Aucune acceptation surcomposée. Juste la simple reconnaissance de quelqu'un qui attendait quelque chose et le recevait maintenant. Est-ce à cause de elle comment ça? Ce n'est pas à cause du dîner du dimanche, dis-je. Si c'est ce que tu demandes. Je n'étais pas sûr de ce que je demandais. C'est parce que si tu travailles pour moi, dis-je, nous reconstruirons la même dynamique dans un bâtiment différent. Tu me rapporterais. Ça deviendrait une chose. La famille en ferait une chose, et je ne veux pas ça. Ni pour l'entreprise ni pour je m'arrêter. Je choisis le mot. Nous. Un silence. Plus long cette fois. Que veux-tu? Demanda Brooke. C'était une vraie question. La façon dont elle l'a posée me dit qu'elle demandait quelque chose de plus que quelle alternative proposes-tu? Elle le demandait comme on demande à quelqu'un qui n'a jamais expliqué ce qu'il veut, sur quoi que ce soit, depuis très longtemps. Je veux qu'on prenne un café, dis-je. Un de ces jours. Pas chez maman et papa. La ligne était silencieuse. Je pouvais l'entendre respirer. Et l'absence de la télévision.
C'est tout, dit-elle. C'est là que je commencerai. Un autre silence. Celui-ci était différent des autres, pas lourd exactement. Plus comme le silence de quelque chose qui se fixe, comme le béton. Quelque chose qui avait été liquide et incertain, retrouvant sa forme. D'accord, dit-elle doucement. J'ai regardé la fenêtre. La ville s'assombrissait comme elle s'assombrissait en octobre. Pas soudainement. Juste un changement progressif dans la qualité de la lumière, jusqu'à ce qu'on lève les yeux et réalise que la journée était partie. Je vais t'envoyer des noms, dis-je. Des personnes dans l'industrie que je respecte. Il pourrait y avoir une meilleure place pour toi ailleurs. Tu n'as pas à faire ça. Je sais. Une pause. Puis. Merci, Claire. Nous prendrons un café, dis-je. J'ai raccroché et suis resté un moment avec le téléphone à la main, l'écran s'assombrissant. Dehors, la ville avançait dans sa soirée sans urgence particulière, comme toujours, indifférente aux petites choses silencieuses qui se produisaient dans les appartements, les salles de conférence et les voitures, arrêtées au long feu rouge. J'ai noté les noms. 5 d'entre eux. Des gens que je connaissais. Dont le travail je respectais. Qui dirigeaient le genre d'endroit où les instincts de Brooke auraient de la place. Je les enverrai le matin. La lettre m'a pris 20 minutes. Je l'ai écrite le jeudi matin, avant que la journée ne se complique, avec du café et le calme matinal que j'avais revendiqué comme mien. C'était une lettre de recommandation pour Brooke Harrington, adressée au responsable du recrutement chez Prescott Creative à Cambridge, une agence de taille moyenne que j'observais depuis 3 ans et que je respectais de la manière particulière dont on respecte un travail qui ne s'annonce pas. Ils étaient bons en narration de marque. Ils avaient un poste de directeur artistique affiché depuis 6 semaines. Le travail mettrait Brooke à l'épreuve sans la briser. Je connaissais la fondatrice, Gail Prescott, suffisamment bien pour l'appeler par son prénom et qu'elle me rappelle. La lettre était spécifique. C'était le but, pas une faveur déguisée en évaluation, mais une véritable évaluation. Le genre qui se suffit à elle-même si on en retire mon nom. J'ai écrit 3 choses que j'avais observées lors de l'entretien. La façon dont Brooke avait parlé de la campagne Hartwell sans se référer à ses notes une fois qu'elle avait cessé d'être nerveuse, le compte rendu honnête de ce qui avait mal tourné chez Caldwell et Marsh et ce qu'elle ferait différemment, la qualité particulière que Diane Ashford avait nommée. Savoir quand faire confiance à son instinct et quand se retenir, que j'avais vu de mes propres yeux maintenant, et que je pouvais confirmer avec mes propres mots. Je l'ai relu. C'était exact. Je l'ai envoyé à Gail avec une courte note jointe. Cette candidate a suivi notre processus. Elle correspond parfaitement à ce que vous construisez. La lettre l'explique. J'ai cliqué sur envoyer et je suis allé à la réunion Pratt et je n'y ai plus pensé. Brooke m'a envoyé un SMS 11 jours plus tard. Ils ont offert. Début le 14. Je l'ai regardé un instant. Bien, ai-je répondu. Une pause. Puis, merci. J'ai posé mon téléphone. Je l'ai repris. Tu as fait l'entretien, ai-je écrit. 3 points sont apparus. Ont disparu. Puis, quand même, c'était ça. C'était tout l'échange. J'ai mis le téléphone dans ma poche et je suis retourné à la proposition que je lisais. Et j'ai ressenti quelque chose qui n'avait pas de nom clair, pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait du soulagement. Quelque chose qui vivait aux alentours des deux sans être l'un ou l'autre. Comme quand on tient une porte ouverte depuis longtemps et qu'on sent enfin le poids de celle-ci se soulever de l'autre côté. Nous avons pris un café un jeudi de novembre. Un endroit à Inman Square où aucune de nous n'était allée, c'était le seul critère que j'avais nommé quand Brooke a demandé où. Et elle avait trouvé un endroit qui correspondait. Les 5 premières minutes furent gênantes. Il n'y a pas de moyen honnête de dire qu'elle ne l'était pas. Nous avons commandé et regardé nos tasses et fait une brève tentative maladroite de parler du quartier. Et puis Brooke a dit, c'est étrange. Et j'ai dit oui. Et après ça, c'était en quelque sorte bien. Elle a parlé de Prescott. La première semaine, l'adaptation à une nouvelle équipe. Le soulagement spécifique d'entrer dans un bâtiment où personne n'avait une version préexistante d'elle. Elle a parlé d'un projet qu'on lui avait confié au 3e jour, un rafraîchissement de marque pour une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé, qui était compliqué comme elle aimait et gérable comme elle en avait besoin actuellement.
Elle en a parlé de la même manière qu'elle avait parlé de la campagne Hartwell lors de l'entretien, abandonnant la performance à mi-parcours, pensant à voix haute, arrivant à la vraie chose qu'elle voulait dire. J'ai parlé du comte Callaway, qui avait finalement réglé son différend sur l'ordre de modification, d'un recrutement que nous avions fait en septembre et qui s'était avéré être l'un des meilleurs instincts que Marcus ait jamais eu, de la lumière hivernale dans le South End. Qui était différente de la lumière estivale d'une manière que je n'avais pas encore réussi à décrire. Nous n'avons pas parlé du dîner du dimanche pendant 1h40. Puis nous l'avons fait. Brièvement, pas de manière extensive, juste assez. Brooke a dit quelque chose sur le handicap de golf de Frank qui était, structurellement, une blague. Et j'en ai ri, ce qui nous a surprises toutes les deux. Le barista est passé et a rempli nos verres d'eau sans qu'on le lui demande. Puis est repassé et l'a refait. Nous sommes restés 2h30. Quand nous sommes partis, nous sommes restés sur le trottoir dans l'air de novembre qui avait de véritables crocs. Et Brooke a dit, même heure le mois prochain? Et j'ai dit, envoie-moi un message, ce qui n'était pas un nom. Frank m'a appelé 3 jours plus tard. J'étais dans la voiture, garé devant une réunion client pour laquelle j'étais en avance de 4 minutes. Son nom est apparu sur la console et je suis resté un instant avant de répondre. Papa. Ta mère m'a dit, dit-il. Aucun préambule. À propos de Brooke. Le travail. Quoi à propos? Elle a dit que tu l'avais envoyé ailleurs. Une pause. Et dans la pause, je pouvais entendre la forme de la chose qu'il construisait. La confusion d'un homme dont l'architecture de compréhension du succès venait de rencontrer un mur porteur qu'il n'attendait pas. Tu es la PDG d'une entreprise de design et ta sœur avait besoin d'un travail de design. Pourquoi ne l'aurais-tu pas juste? Parce qu'elle méritait quelque chose qui lui était vraiment propre, dis-je. La ligne devint silencieuse. Pas le silence de quelqu'un qui compose une réponse. Le silence de quelqu'un qui a reçu une phrase à laquelle il n'a pas de réponse et le sait. J'ai attendu. Devant la voiture, un couple passa avec un chien qui tentait d'explorer un lampadaire avec grande urgence. Un bus passa. L'après-midi ordinaire d'un mardi dans une ville qui n'avait aucune opinion sur ce qui se passait à l'intérieur de cette voiture garée. Dit mon père. Puis. D'accord. Puis il raccrocha. Je suis resté là, le téléphone à la main, l'écran s'assombrissant, la voiture ronronnant doucement tandis que le moteur refroidissait. Pas, tu as raison. Pas, je n'y avais pas pensé comme ça. Pas, je suis fier de toi, pas ça, ce que j'avais cessé d'attendre vers la fin de ma vingtaine et avec quoi j'avais fait une certaine paix. Juste. Un son qui signifiait que la phrase avait atterri là où elle ne s'attendait pas à atterrir, et qu'il ne savait pas encore quoi en faire. 31 ans. Ce mur était resté debout. J'avais dit environ 1000 choses contre lui, je m'étais défendu, j'avais détourné, souri, et passé le beurre, et aucune d'elles n'avait trouvé de fissure. Elle méritait quelque chose qui lui était vraiment propre avait pris 4 secondes. Je n'allais pas être irréaliste quant à ce que cela signifiait. Un bum n'était pas un homme converti. Ce n'était pas des excuses ni une révélation ni le début d'une relation différente. C'était un son. Un très petit son que fait parfois un mur quand quelque chose le frappe au bon endroit. Je le prendrai. J'ai vérifié mes rétroviseurs, j'ai pris mon sac et je suis entré pour la réunion. 6 mois plus tard, je me suis rendu au dîner du dimanche. 6 mois plus tard, je me suis rendu au dîner du dimanche. Le même chemin. La route 9 jusqu'à Westwood. Les feux étaient réglés de la même manière qu'ils l'avaient toujours été, c'est-à-dire mal, pour moi, chaque dimanche sans exception. Le même CVS. Le même panneau d'affichage qui avait affiché 4 publicités différentes depuis que j'avais commencé à le remarquer. L'enseigne Citgo faisait ce qu'elle faisait toujours, devenant rouge contre un ciel qui contenait plus d'obscurité maintenant que nous étions en mars. Les lumières encore faibles et peu fiables, pas encore l'hiver mais pas encore autre chose. J'ai été arrêté au long feu rouge, celui qui prend 90 secondes. Je suis resté là et je n'ai pas vérifié mon téléphone et je n'ai pas changé la radio et je n'ai pensé à rien de conséquent. Le feu changea. J'ai avancé. Ma mère avait fait du rôti. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Ma mère avait fait du rôti tous les dimanches depuis que je m'en souvenais. La même recette de la même carte cornée qu'elle gardait dans le deuxième tiroir à droite de la cuisinière,
et elle le ferait tous les dimanches aussi longtemps qu'elle le pourrait, et il y avait dans cette continuité quelque chose que j'avais passé des années à trouver oppressant. Et que je commençais seulement maintenant à comprendre, était aussi, juste un peu, sur les bords, une sorte d'amour. Elle avait fait ses compromis avec la vie il y a longtemps, et n'était plus enclin à les réexaminer. Mais, constante. Elle se montrait tous les dimanches, elle faisait le rôti. On pouvait dire ce qu'on voulait du silence et du passage du beurre, et de la façon dont elle regardait son assiette pendant les moments les plus difficiles où elle était toujours là. Brooke était déjà à table. Elle leva les yeux quand je suis entré, et quelque chose passa entre nous, pas un regard significatif, pas un regard lourd de sens qui aurait signifié quelque chose pour quiconque observait. Juste un regard. Le genre d'échange que deux personnes ont quand elles partagent une information qui n'a pas besoin d'être exprimée à voix haute. Je te vois. Je sais ce que nous savons. Nous sommes toutes les deux toujours là. Puis c'était fini. Et elle tendit la main vers le panier à pain, et j'ai embrassé la joue de mon père et me suis assise. Il sentait l'Allspice. Il avait le résumé des sports trop fort et l'a baissé de 3 crans quand je suis entré dans le salon. Comme toujours. Certaines choses, on arrête d'essayer de les décoder et on les laisse être ce qu'elles sont. Le dîner avait ses rythmes. Papa parlait de son handicap de golf à un point de plus depuis janvier, qu'il attribuait à la météo, et que je soupçonnais d'avoir plus à voir avec les nouveaux clubs qu'il avait achetés en novembre, et n'avait pas encore admis qu'il n'était pas le problème qu'il espérait. Il mentionna Warren à Scottsdale. Il mentionna un homme nommé Phil Breckenridge, qui venait d'être nommé VP régional de quelque chose dans une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, et il prononça le nom de Phil avec la révérence spécifique qu'il réservait aux hommes qui avaient des titres lisibles pour lui. Maman me demanda si je mangeais assez, ce qui n'était pas une question sur la nourriture. Brooke parla de Prescott. Elle décrivit un projet de marque qu'il venait de terminer, sans l'exagérer, sans le jouer, elle dit juste ce que c'était, ce qui avait été difficile, ce qui avait fonctionné. Mon père écouta avec l'expression qu'il utilisait quand il était attentif mais n'était pas prêt à le reconnaître. Le rôti était bon. Il était toujours bon. J'étais en train de prendre le sel quand mon père dit, distraitement, comme il disait tout distraitement, ce qui signifiait qu'il y avait réfléchi, cette petite entreprise à toi te tient toujours occupé, Claire. Pas narquois. Pas le minable d'il y a 6 mois. Juste petite. Ce qui était sa propre chose. Mais une chose différente. J'ai ouvert la bouche, Brooke dit, sans lever les yeux de son assiette, elle a 35 employés, papa. Elle le dit comme on énonce un fait disponible depuis longtemps à quiconque aurait pensé à demander. Aucune amertume. Aucun argument. Juste le nombre, posé sur la table à côté du rôti et des petits pains, à la disposition de quiconque voudrait le prendre. Mon père s'arrêta. Il me regarda. Puis Brooke. Puis, son rôti, qui ne contenait aucune réponse mais qu'il étudia un instant quand même. Comme un homme le fait quand l'architecture d'une pièce s'est légèrement déplacée. Et il a besoin d'un instant pour se situer dans la nouvelle configuration. 35, dit-il. 36, en fait, dis-je. Nous avons embauché quelqu'un le mois dernier. Une autre pause. Pas longue. Il reprit sa fourchette. Dit-il. Pas Bum cette fois. Le cousin de Bum, celui qui signifie la même chose sous un angle légèrement différent. Je l'ai noté. Le dîner continua. Maman demanda la météo à Boston versus la météo à Westwood. Brooke mentionna un restaurant qui avait ouvert à Cambridge. Papa dit quelque chose sur les Red Sox qui étaient techniquement prématurés car nous étions en mars, mais ce n'était pas nouveau non plus. Et puis ma mère passa le beurre. C'était le beurre qui était toujours au même endroit sur la table. Le plat en céramique que mes parents avaient reçu en cadeau de mariage il y a 40 ans, légèrement ébréché sur un bord, d'une manière à laquelle personne n'avait jamais rien fait. Elle me le passa comme elle l'avait fait 100 dimanches soirs auparavant, un petit geste automatique, du genre qui appartient à la catégorie des choses si familières qu'elles sont devenues invisibles. Sauf que cette fois, lorsque le plat passa de sa main à la mienne, elle me regarda. Pas longtemps. 1 seconde. Peut-être moins. Un regard direct. Aucune performance. Et aucune excuse non plus, juste ses yeux dans les miens, un instant, et quelque chose en eux qui n'était pas tout à fait une déclaration, et pas tout à fait une question. Plutôt une reconnaissance.
La façon dont on reconnaît quelque chose qui est vrai depuis un certain temps, et que l'on ne s'est permis de voir que récemment. Puis elle détourna le regard. Le dîner continua. Je tenais le beurrier. Après le dessert tarte aux pommes, qui était aussi toujours de la tarte aux pommes, Brooke et moi avons débarrassé la table. Nous nous sommes déplacés l'une autour de l'autre dans la cuisine comme on se déplace autour de quelqu'un que l'on vient d'apprendre à connaître, dans une nouvelle chorégraphie domestique où aucune des deux personnes n'est encore certaine de la géographie. Elle rinçait. J'empilais. Elle me tendit un torchon. J'ai essuyé le plat de service qui n'allait pas au lave-vaisselle. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. C'était la chose que j'ai le plus remarquée, la qualité du silence entre nous. Ce n'était pas le silence de deux femmes endurant la même performance en parallèle, chacune seule à l'intérieur. C'était le silence de deux personnes qui avaient été honnêtes l'une envers l'autre une fois, dans une salle de conférence en octobre, et avaient découvert que le monde ne s'était pas écroulé après. Le silence des gens qui n'ont pas besoin de remplir l'espace. Le mois prochain, dit Brooke. À la porte, quand je prenais mon manteau. Envoie-moi un message, dis-je. Elle sourit. Pas le sourire du dîner du dimanche ou l'autre. Celui de la salle de conférence. Celui que j'avais vu quand elle avait ri sans le vouloir et avait arrêté de performer pendant 30 secondes. C'était un meilleur sourire. Il lui allait bien. J'ai été arrêté au long feu rouge sur le chemin du retour. Même intersection. 90 secondes, comme toujours. L'enseigne Citgo devenant rouge dans l'obscurité. Un bus passant par la rue transversale. Boston faisant sa chose indifférente, énorme, à mi-distance. Mes mains étaient détendues sur le volant. Pas une décision, juste un fait que j'ai remarqué. Comme on remarque parfois que nos épaules sont descendues de là où elles étaient, ou qu'on retenait sa respiration, et quelque part dans la dernière heure, on a arrêté. Mes mains sur le volant, facile. La ville à travers le pare-brise. Comme toujours. Tout exactement là où je l'avais laissé. Je n'avais jamais eu besoin du dîner du dimanche pour me sentir réel. J'avais construit quelque chose de réel. Délibérément. Pendant 6 ans. Sans demander à cette pièce de le ratifier. Je le savais. Je le saurais toujours. Mais c'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose quand cela a finalement cessé de me faire sentir invisible. Le feu changea. J'ai avancé.